Le modèle qu'on a présenté dans plusieurs établissements a eu pas mal de succès. Un qui l'a carrément inscrit dans son projet d'établissement. Ils avaient une action particulière qui était nommée développer des espaces d'échange pédagogique. J'aurais proposé de tester l'outil qu'on va un petit peu scruter ensemble ensuite, en tant qu'animateur, et ils l'ont instauré ensuite comme outil d'échange pédagogique régulier à chaque trimestre, un peu avant les conseils des maîtres. 3 petits groupes ont été formés, où on se voit 1h15, 1h30, pour traiter d'une situation. Avec l'idée que ce groupe d'échange n'est pas du tout là pour trouver des solutions miracles, mais vraiment là pour mobiliser les ressources de l'école, des collègues, et puis trouver du soutien et de l'entraide parmi les collègues. Ce modèle est très protocolé, il y a des phases clairement définies. Alors, on va le passer ensemble en revue rapidement. Les objectifs: ouvrir des espaces d'entraide et de soutien, développer de nouveaux savoirs pratiques, expérimenter le travail en groupe. L'idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est bien là. L'idée, c'est de mobiliser les ressources internes de l'école. Quand nous, on apporte ce modèle, je pense que ça soutient notre posture d'éducateur. On n'est pas là aussi pour apporter des solutions. On est là pour stimuler une certaine forme de réflexion et un échange avec les enseignants. Donc ce modèle est porteur un petit peu de notre posture auprès des enseignants. Les règles de fonctionnement, alors on demande l'engagement de tous les participants, la confidentialité. Alors ça, c'est important parce que dans tous les établissements où on le teste, où ça commence à être instauré régulièrement, le responsable hiérarchique n'assiste pas à ces rencontres. Je lis ça à la confidentialité parce que à aucun moment on a besoin de dire de quel élève, de quelle situation on a traité, ou qui dans le groupe, quel enseignant a présenté la situation. L'utilité de ce genre d'échange, c'est justement l'échange et non pas la quête d'une solution miracle qui va régler le problème. On n'est pas là-dedans. On est plutôt dans une démarche de formation et d'échange. La confidentialité, ok. Le non-jugement, même implicite, sur la situation décrite. Là, on s'attardera un petit peu plus sur la posture de l'animateur, qui doit effectivement être garant de la prise de parole, de quelle manière on interpelle l'autre. Donc l'animateur doit avoir quand même une posture un peu haute dans le groupe pour pouvoir à certains moments demander aux participants de reformuler, par exemple, des questions ou autres. Les participants peuvent à tout moment signifier leur inconfort. Alors, ça fait toujours un petit peu peur quand un groupe teste cet outil pour la première fois. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être une espèce de thérapie de groupe. Alors, je rassure tout le monde en disant que ça m'est, je crois, jamais arrivé. C'est important de le signaler pour que les gens se sentent en confiance dans le groupe. Relever les éléments positifs de la situation, c'est aussi une manière d'amener les gens à enclencher sur des démarches un peu optimistes et positives. Suivant le groupe, suivant la connaissance qu'on a de la dynamique, on fait un cercle, sans table. Ça fait un peu thérapie de groupe, mais ça s'arrête juste là. Si dans un autre établissement, l'équipe, je la sens un petit peu plus dans des tensions internes comme ça, il ne faut pas hésiter à mettre une table. Donc là, j'ai fait les 2 essais et effectivement, un setting avec une table a donné un échange beaucoup plus riche. On essaie de choisir assez rapidement dans le groupe au démarrage qui a envie de raconter une situation. On précise toujours qu'il ne s'agit pas forcément d'une situation extrêmement compliquée, à multiples facettes. Dans 5 minutes, on arrive quand même à déterminer qui se sent pour parler de sa situation. À partir du moment où la personne est choisie, c'est elle, et là on rentre dans la première phase, c'est elle qui va avoir la parole sans interruption. Là, on lui demande simplement de raconter sa situation, de donner des détails qui lui semblent utiles, peut-être de donner aussi des tentatives de solution, qu'est-ce qu'elle a essayé. Et ensuite, on la laisse parler. À la fin, la personne qui a raconté la situation doit poser une question. Et là où c'est très important, il faut que cette question commence par comment, et non pas par pourquoi. Pourquoi, c'est plutôt une question qui enferme, parce que le groupe peut très bien partir dans des directions, dans des sens uniques, dans des impasses. C'est dire, si cet enfant est comme ça, c'est parce qu'à la maison c'est comme ça.
Le comment, poser une question qui commence par comment, remet le groupe face à ce qu'il est encore possible de faire au sein de la classe et au sein de l'école avec l'aide des collègues. Donc c'est un moment où, effectivement, l'idée, c'est de partir, de sortir des émotions et d'aller vers du concret. Donc l'animateur là se charge de faire parfois reformuler la question, en tout cas d'aider le narrateur à formuler une question de plus en plus précise, un peu une forme d'entonnoir concret. Et puis, ben voilà, l'animateur fait en sorte que vraiment cette question soit posée au groupe. Ça va être le matériel. Une fois qu'on a cette question, l'animateur l'inscrit sur son cahier et n'hésite pas à la rappeler durant le processus quand il sent que la discussion part un petit peu dans d'autres directions, qu'il faut recadrer un petit peu. L'animateur peut s'appuyer sur cette question au départ. La phase suivante, c'est la phase d'exploration. Le groupe, à ce moment-là, peut poser des questions au narrateur. Et là, une fois de plus, l'animateur doit juste prendre garde à ce que les questions ne soient pas déjà des débuts d'hypothèses et de réflexion. Les questions sont théoriquement uniquement des questions d'explicitation, quelque chose qu'on n'a pas compris, une donnée qui nous manque, ou qu'est-ce que précisément l'enseignant qui raconte le narrateur, il a parlé d'une tentative de solution, est-ce que tu peux nous donner plus de détails, ou bien des détails sur la fratrie des enfants. Enfin, c'est des questions qui servent à rajouter un peu plus d'informations sur la situation. Ça dérape toujours, évidemment, dans les questions, on sent toujours qu'il y a déjà un petit bout d'hypothèse et que l'enseignant qui pose cette question est déjà parti sur une piste. C'est à l'animateur d'essayer d'un petit peu cadrer ce moment-là, qui ne doit pas durer très très longtemps, qui dure 5 à 10 minutes pour qu'on soit clairement, qu'on ait la situation tous bien en tête. À ce moment-là, une fois que la deuxième phase est terminée, la phase d'exploration, on passe à la phase de formulation des hypothèses. Et à ce moment-là, dans le setting, le narrateur sort du groupe et se met, si possible, même un peu loin des regards des autres, pour éviter qu'il y ait trop d'interaction entre le groupe qui va réfléchir à la question et le narrateur. Le narrateur, ça lui fait bizarre au début, mais après il comprend le sens de tout ça, parce que être en dehors du groupe force à tout écouter. Il ne peut pas intervenir. Lui, son devoir, son rôle, ça va être de prendre des notes. Et vous verrez par la suite qu'il revient dans le groupe pour faire un retour. Alors à ce moment-là, une fois que le narrateur est parti, la phase d'interprétation, et de formulation d'hypothèses et de recherche de solutions ou de dispositifs démarre. C'est là où vraiment le travail va démarrer. Le groupe travaille autour de la question de départ de l'enseignant. C'est toujours un moment très intéressant, c'est un moment pour l'animateur, il ne participe pas à la pose d'hypothèse, il ne fait que relancer, synthétiser, rappeler la question, recadrer, rediriger le questionnement du groupe. Et puis l'idée, en partant dans une démarche un peu formatrice, c'est qu'il n'y a pas d'idée meilleure que d'autres. L'idée, c'est qu'il y ait une addition. Alors, c'est des moments aussi qui sont très formateurs en termes de dynamique de groupe. Il y a des équipes, on voit des équipes se former et des collaborations se former devant nos yeux. Donc, je trouve parfois, c'est des moments assez miraculeux et assez riches qu'on n'a pas envie d'arrêter. Vraiment parce que ça bouge, la parole tourne, quoi. Voilà, donc cette phase, c'est le plus gros morceau, en fait, finalement, de l'analyse de situation ou de l'échange de pratiques. Voilà, l'animateur veille à la bonne distribution de la parole et au respect mutuel. C'est vrai que, comme animateur, on prête attention à ceux qui parlent un peu moins et à ceux qui parlent trop. Hein. On essaie de donner la parole aussi à... S'il y en a dans le groupe qui ne parlent pas, ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas d'idée, hein, ça veut aussi dire qu'ils n'osent pas prendre la parole. Donc on tente de favoriser et puis vraiment de catalyser un petit peu les prises de parole. Il y a une chose aussi qui figure dans cette phase, les métaphores sont les bienvenues. Point d'exclamation. C'est vrai que la métaphore aide beaucoup à la réflexion et au détachement face à une situation. Donc si tout d'un coup, dans le groupe, il y en a un qui a une idée, c'est souvent assez porteur et ça permet vraiment au groupe et au narrateur aussi de se décentrer par rapport à un problème, une problématique qu'il a. On voit que cette phase s'épuise un peu d'elle-même, on a l'impression que tout a été dit. C'est le moment où le narrateur revient dans le groupe et fait un retour au groupe de ce qu'il a
retenu, de ce qui l'a fait réagir, de ce qu'il choisit de mettre de côté. Il arrive systématiquement que certaines hypothèses ou certaines pistes élaborées par le groupe ont déjà été tentées par le narrateur. Le narrateur est tout frustré derrière parce qu'il se dit « Ah mais ils sont en train de parler d'un truc, j'ai oublié de le dire ». C'est pas très grave. Beaucoup de gens qui ont vécu cette expérience de narrateur et d'être mis à l'extérieur disent souvent « Vous avez parlé d'une chose que j'ai déjà essayé, mais le fait que ce soit vous qui en parliez m'a permis de me décentrer sur ce que vous avez fait, sur ce que j'ai fait moi-même. » Et je me dis, tiens, je pourrais réessayer la même chose, mais en modifiant certains aspects de ma tentative. La phase méta, ça c'est surtout dans les groupes qui testent l'outil pour la première fois. C'est un moment où on parle plutôt de la forme et non du fond. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, comment ils l'ont vécu, etc., etc. Dans les groupes où c'est la première fois qu'ils expérimentent l'outil, on a aussi un deuxième rôle. On choisit dans le groupe quelqu'un qui veut bien être observateur de tout le processus. C'est quelqu'un qui ne va pas du tout participer, qui va se mettre aussi à l'écart du groupe, mais qui va juste se concentrer un petit peu sur ce qu'il voit en termes d'interaction. Et puis c'est lui qui reviendra dans le groupe à la toute fin pour enclencher cette phase méta, un peu de débriefing. Voilà. C'est aussi important de dire que ce modèle, il est très protocolé et marqué, et au début c'est très utile de se rapprocher de ça, qui teste l'outil, donc vraiment les phases clairement délimitées, mais après, quand une équipe a l'habitude de pratiquer, les choses viennent un peu plus naturellement, et on peut tout à fait envisager que ce modèle s'adapte selon les équipes.